Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du bilan des inondations dressé jeudi 15 septembre par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes à travers un point de presse. Ensuite, nous parlerons du bilan de la marche suivie de meeting du mouvement M62 organisé le dimanche 18 septembre à Niamey et à Dosso. L'actualité, c'est aussi la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022, ouverte ce mardi 27 septembre. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Martin. Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Martin. Et Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse par la situation humanitaire au Niger. 180 décès, de milliers de personnes sinistrées, des milliers de maisons effondrées et des animaux décimés. C'est le bilan des inondations qui ont touché toutes les régions du Niger cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Action humanitaire, Laouan Magaji, dans un point de presse tenu jeudi 15 septembre à Niamey. Maimouna Diadou, à la date du 25 septembre, environ 250 000 personnes ont été touchées par les inondations sur l'ensemble du pays, dont 30% enregistrés dans la région de Maradi. Quelle réponse face aux conséquences de toutes ces inondations? Mais la réponse que je peux donner face à ces inondations, les conséquences de ces inondations, c'est que il y a pratiquement rien n'a été fait en amont. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à là où nous sommes, avec plus de 25 000 personnes touchées, des morts par noyade et également par effondrement de maisons, ça veut dire que rien n'a été fait en amont. Ça veut dire qu'on doit anticiper, prévenir toutes ces catastrophes-là. La prévention, c'est très important. Dans un pays où nous savons que le changement climatique, même ça avec le changement climatique, on a des difficultés aujourd'hui à faire face à des inondations, à faire face aux 3 mois de saison pluvieuse que nous avons. Alors, avec le changement climatique, il fallait s'attendre. Ça veut dire qu'il fallait prendre des précautions, des préventions avant l'installation de la saison pluvieuse. Mais on a comme l'impression qu'on parle, l'autre oreille, ou bien ça sort de l'autre côté. Oui, mais est-ce qu'on peut prévenir une catastrophe naturelle? On peut prévenir une catastrophe naturelle. Quand je dis il faut prévenir une catastrophe naturelle, il faut regarder d'abord les nids, les bas-fonds, les endroits inondables. Les endroits inondables, ça c'est une prévention. Il faut regarder, par exemple, il y a eu des alertes. La météo, c'est pas pour rien que la météo existe. Quand même. C'est pour que à chaque fois qu'on nous fasse des prévisions par rapport à ces inondations-là, par rapport à ce changement climatique-là. Mais quand on fait et que l'État peut-être qui doit assumer certaines responsabilités, l'État ne prend pas en compte ce que par exemple la météo est en train de donner comme résultat, donc ça veut dire qu'il y a, je me dis qu'il y a une défaillance. Mais est-ce que l'État a les moyens de mettre à l'abri tout ce beau monde-là? Mais on ne dit pas à l'État de mettre à l'abri tout ce beau monde, mais l'État doit créer les conditions pour qu'il y ait des habitats adéquats. C'est ça. Parce que jusqu'à présent, dans certains quartiers, ne serait-ce qu'à Niamey, quand vous circulez, vous allez tomber sur des vieilles maisons, des vieilles bâtisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, jusqu'à présent, les Nigériens ont cette culture de continuer à bâtir des maisons en banco. C'est parce que tout simplement, l'État ne fait pas l'effort de fournir le ciment même qui est produit ici au Niger. Le matériel de construction, ça coûte cher au Niger. Coûte très cher au Niger. Donc comment est-ce que quelqu'un qui a le pouvoir d'achat faible peut aujourd'hui s'en procurer pour avoir une maison adéquate? C'est très difficile. Selon vous, l'État doit faire quelque chose à ce niveau? L'État doit faire quelque chose à ce niveau, Mokhtar.
il faut que chaque Nigérien ait la possibilité d'avoir une maison décente. Ça, c'est obligatoire. C'est une des obligations de l'État. L'État peut le faire. L'État peut le faire, parce que quand l'État peut le faire, on ne dit pas à l'État de se lever un bon matin et de faire construire des maisons pour tous ces Nigériens-là, mais que l'État facilite le matériel de construction pour tous les Nigériens, pour que ça soit accessible à nous tous. Ousmane Sidikou, selon le bilan évolutif de la protection civile publié lundi 26 septembre, plus de 180 personnes ont perdu la vie, dont 133 par effondrement et 49 par noyade. Comment rompre définitivement avec ce cycle de dégâts et de catastrophes presque à chaque saison de pluie? Merci Mokhtar de la question à 1000 balles que vous me posez. Vous l'avez si bien dit, bis repetita, comparativement aux années antérieures. Hélas, c'est le triste bilan, le tableau peu reluisant des dégâts, des pertes occasionnées. Mais les responsabilités, moi je pense, sont à partager, que ce soit au niveau de l'État, les populations. Chacun a sa part de responsabilité et chacun a une partition à jouer. À l'État, indépendamment des alertes à donner, c'est vraiment de veiller, parce qu'il est clair que les zones inondables, certains en tout cas ont eu à avoir des lopins de terre, et que mais, pour une raison ou pour une autre, ils ont eu à les brader, mais ils n'ont pas à les brader pour revenir s'installer à leur ancienne habitation. Donc, je ne peux pas comprendre que l'État décide de donner... Mais il y a aussi eu des dégâts et des pertes en vie humaine à l'intérieur du pays. Tout de même. Vous savez, le dénominateur commun pour beaucoup, vraiment, c'est les caniveaux. Aujourd'hui, à Niamey, il suffit qu'il y ait une averse, vous avez l'impression que c'est des millimètres et des millimètres. Donc vraiment, c'est là où je dis les collectivités, l'État, les populations. Franchement, chacun a sa partition à jouer, chacun a sa part de responsabilité. Mais quelle est la responsabilité de l'État ici? À l'État, c'est de veiller au grain, c'est de veiller comme du lait sur le feu, vraiment en prenant toutes les dispositions qui s'imposent. Aujourd'hui, à travers des compagnies de téléphone, nombreux d'entre nous ont eu ces alertes-là. Bon, voilà, éviter les sites, éloigner les biens de ceci, de cela. C'est bien, comme dirait l'autre, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut trouver les mécanismes à travers lesquels cela puisse impacter davantage. Mais Ousmane Sidikou, si l'État a quand même réservé tout un ministère de la gestion des catastrophes, est-ce que l'État n'a pas fait de son mieux quand même? Un ministère qui, pour beaucoup, vraiment, s'adosse beaucoup plus aux partenaires qu'aux moyens mis à sa disposition, la question reste posée. Mokhtar. Donc franchement, si c'était pour créer ou bien donner une dénomination, ministère chargé des catastrophes, aujourd'hui reste à savoir le budget. Ministère de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Je vous le concède. Mais pour beaucoup plus, ce ministère s'adosse beaucoup plus aux partenaires. Donc est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Est-ce que les moyens conséquents ont été mis à sa disposition? L'un de l'autre, cela ne pourrait aucunement les dédouaner, c'est-à-dire l'État. Donc vraiment, il faut que les gens prennent les choses à bras le corps. On ne peut pas continuer à chaque année de subir les mêmes affres, les pertes en vies humaines, les maisons effondrées, tantôt c'est les animaux. Vraiment, je pense que il y a même les champs et les jardins tout, qui sont... Rien n'est épargné. Les conséquences sont vraiment incalculables. Donc vraiment, je lance cet appel pressant à l'État, à tous les acteurs, que chacun prenne au sérieux, à bras le corps, le rôle qu'il y est dévolu pour que nous ne continuions pas à vivre ce à quoi nous sommes en train d'assister chaque année. Et le bilan ne fait que s'alourdir, le tableau ne continue à être peu reluisant. Moi, je pense que trop, c'est trop. Bas la terre, à un moment donné. Merci Ousmane Sidikou. Abakari Arimi, cette année encore, les eaux de la Komadougou-Yobé, un affluent du lac Tchad, commencent à quitter leur lit pour menacer les habitations et les champs dans la région de Difa. Comment expliquer la récurrence de ce phénomène? Écoutez, c'est fini ça. Quand on parle du changement climatique, c'est sa manière d'affecter nos populations.
c'est sa manière de sévir sur nos terres. Mais les populations peuvent s'adapter. Non, je crois que les populations n'ont pas cette capacité de voir venir et de s'adapter tout de suite. Oui, si tu leur donnes 50 ans, ils vont finir par s'adapter. Mais en attendant, il y aura qui sont affamés, il y en aura qui seront dans la rue, il y en aura qui vont perdre leur culture, ainsi de suite. Et ça, pour atténuer ça, il n'y a que l'État. C'est fini, il ne faut pas se leurrer. L'année prochaine, ça sera la même chose. Face à la montée des eaux de la Komadougou, est-ce qu'à ce niveau, l'État peut faire quelque chose? Mais pourquoi pas? Ici, par exemple, à Niamey, si vous voyez, cette année, la digue a joué un rôle. Jusque-là, en tout cas, la digue n'a pas cédé. C'est valable pour la Komadougou, c'est faisable. Je ne suis pas technicien de la chose, mais il y a toujours une solution. Il y a des pays entiers qui sont bâtis sur vraiment des zones à risque. Quand vous prenez les Pays-Bas, c'est le cas. Eux, ils pensent qu'ils ont dompté l'eau. Et alors, on doit dompter l'eau. Parce qu'on en a besoin. Donc, moi, je préfère cette situation où on a trop d'eau que d'en manquer. Parce que nous vivons de l'agriculture, parce que nous vivons de l'élevage. Et donc, vraiment, c'est de nous donner les moyens, et de la pêche, évidemment. C'est de nous donner les moyens pour apprivoiser cette force de la nature. On en a besoin, c'est possible, beaucoup ont fait. Maintenant, dans quelques jours, l'Assemblée nationale est déjà en session budgétaire, n'est-ce pas? Allons voir qu'est-ce qui est prévu pour le ministère des Affaires humanitaires, c'est ça? Et de la gestion des catastrophes. Vous allez voir. Il y a un mois, le ministre a fait une conférence pour dire que non, ils ont pu mobiliser 30%. Quelle est la part de l'État? Quelle est la part des partenaires? Les partenaires viennent en appoint. Il faut avoir une situation, dire que voilà ce que nous avons, n'est-ce pas? Cette année déjà, on sait par exemple qu'on a 250 000 sinistrés. Ce n'est pas fini. Parce qu'à Difa, il y en aura. La Komadougou va sortir de son lit, des populations seront obligées de quitter. Oui. Et on tient compte pour prévenir. L'année prochaine, normalement, dans le budget, ça va se voir. Les citoyens ont pour mère et pour père que l'État du Niger. Les bailleurs viennent en appoint. Il faut que ça soit clair. Abachari Armi, déjà, les périmètres irrigués de la commune de Difa sont immergés selon le point focal et également directeur de l'ONAHA. Qu'est-ce qu'il faut faire à court, moyen et long terme selon vous? Il faut déplacer. À mon avis, tant qu'il est extrêmement compliqué, je connais là où la coopérative se trouve. J'ai déjà réalisé des photos où leur magasin principal est à plus de 100 mètres de la rive. Donc, c'est peut-être pas réaliste de dire qu'on va bloquer la Komadougou à ce niveau. Mais c'est déjà de songer, puisque l'eau est là, n'est-ce pas? De faire d'autres aménagements, n'est-ce pas? Puisque les gens sont prêts à travailler. Vous avez vu ces dernières années, Difa exporte du riz. Il y a du riz de Difa vendu à Niamey et partout dans le pays. Et donc, c'est une chance pour nous. Je pense que dans la lutte contre la faim, dans la lutte pour les Nigériens, pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens, c'est du concret ça. Je crois que l'État doit tout de suite trouver la solution, déplacer ces sites, n'est-ce pas? Et envisager vraiment comment exploiter et produire beaucoup plus encore. Je pense que c'est faisable. Maimouna Diado, quelles sont véritablement les attentes de ces populations déjà sérieusement affectées par l'insécurité, les populations de Difa, confrontées à la montée des eaux de la Komadougou? Ça veut dire qu'en fait, leur attente, c'est qu'on trouve une solution d'abord à cette situation d'inondation. Ensuite, qu'on trouve également une solution pour ces populations qui sont en proie à l'insécurité depuis 2015 ou 2013, oui. Je pense bien. Donc, ça veut dire que les attentes sont énormes. Moi, ce que je voudrais tout juste dire, c'est que l'État doit revoir sa copie au niveau donc de ces sites d'inondation pour permettre à ces villageois, à ces populations de vaquer à leur... En construisant des digues? Des digues.
comme Armi vient de dire à l'instant, la digue de Niamey, si ça n'a pas cédé, mais pourquoi ne pas également essayer de faire la même digue au niveau donc, de ces régions-là, pour permettre quand même à ces populations-là de vaquer à leur occupation et de pouvoir vivre, ne serait-ce que le temps de pouvoir trouver de quoi même mettre sous la dent. Parce que si il y a une inondation, ça veut dire que non seulement il y a des pertes en vies humaines, il y a les récoltes qui sont déjà endommagées. Donc, il faut également nécessairement trouver à ces populations un abri et des abris et également trouver à cette population de quoi mettre sous la dent et également les prendre en charge du point de vue santé. Merci, Memouna Diado. On a servi une courte pause. Le mouvement M62, qui regroupe des organisations de la société civile, a organisé le 18 septembre une marche suivie de meetings de la place Toumo à la place de la concertation à Niamey. Une marche qui a drainé du monde selon les organisateurs. Le bilan est très satisfaisant selon le coordonnateur national du mouvement M62 et président du REPAD, Abdoulaye Seydou. Ousmane Sidikou, que faut-il savoir ou retenir au sujet de la marche suivie de meeting du mouvement M62? Dans un premier temps, après plusieurs années d'interdiction de marche, c'est vraiment inédit d'avoir autorisé, même si certains pensent que les autorités n'avaient pas le choix, c'est juste un prélude à la venue du président français, donc une façon de démontrer une sorte de démocratie de façade, mais dans les faits quand même, après plusieurs années d'interdiction, le fait d'avoir autorisé cette marche, moi je pense que c'est à saluer. Je disais que, honnêtement parlant, les organisateurs ont su vraiment à travers un cadrage, puisque c'est l'argument massue qui est brandi, le cadrage, le contexte sécuritaire, mais abstraction faite de cela, nous avions vu une mobilisation. Vraiment, l'appel semble être entendu et vous avez vu ce que ça a drainé. Dans les faits, ça a drainé un monde comme les gens... Ça a drainé un monde et parce que quand vous... Pas en vous fiant sur ce que vous voyez, ce qui a défilé sur les réseaux sociaux, mais honnêtement parlant, ça a drainé du monde. Maintenant, la même démarche va être observée, c'est-à-dire on va assister à des autorisations quand le moment va s'y prêter. La question reste à savoir aux organisateurs déjà certainement d'être dans cette logique d'entrevoir ou bien de trouver les mécanismes savants à travers lesquels en fonction des préoccupations, des motivations, s'il y a lieu d'en projeter d'autres. Aux autorités vraiment de continuer ou bien de ne pas persévérer, de rompre avec cette habitude à laquelle nous avions eu à assister, les interdictions systématiques pour raison de sécurité. Tandis qu'au même moment, quand on voyait des structures, des structures qui sont sont habilitées, la politique de deux poids deux mesures. Pro pouvoir à faire. Moi, je pense que vraiment, c'est une obligation pour l'État de laisser les libertés individuelles, collectives s'exprimer pacifiquement. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça ne pourrait que redorer le baromètre de cette démocratie. Et je pense que c'est une très bonne chose. Selon vous, la marche a drainé un monde. Est-ce que des enseignements doivent être tirés? De quel côté, par exemple? Du côté du gouvernement. Justement, parce que c'est ce que je disais tantôt. L'argument m'a su qu'elles n'ont jamais cessé d'arguer ces autorités, c'est le contexte sécuritaire. Or, on a vu que les dispositions, en tout cas les organisateurs se sont donné les moyens pour que cette marche soit pacifique. Et nous n'avions assisté, en tout cas, à aucun dérapage. Donc moi, je pense que aussi bien les autorités, aussi bien les organisateurs de ces marches se doivent de se donner les moyens pour faire cette marche pacifique, pour l'expression de leurs revendications, pour que cela ne puisse pas aller à l'encontre des lois et règlements du pays en vigueur. Abachari Arimi, la marche suivie des meetings du dimanche 18 septembre
intervient après plusieurs années d'interdiction systématique des manifestations au Niger. Ousmane Sidikou l'a rappelé tout de suite. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je dirais que c'est un ouf de soulagement, quelle que soit la raison pour laquelle ça a été autorisé. Il y a eu CNDH, non pas CNDH, comment on appelle le truc de dialogue pour le CNDP. On a dit que c'était la même chose qui justifiait ça. Autrement dit, le président français qui va venir va déverrouiller beaucoup de choses. Est-ce que ça sera la même chose après? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Toujours est-il que après plusieurs tentatives, vraiment plusieurs années de tentatives, qui est cette marche-là, je pense que c'est une très bonne chose. Et ceux qui interdisent ont dû se rendre compte qu'une marche, ce n'est pas forcément quelque chose qui va tout de suite déplacer la montagne, mais aussi les organisateurs ont aussi tiré satisfaction. Justement, les gens ne demandent pas plus. Mais il ne faut pas minimiser ces activités, vraiment, de ces manifestations-là. Il ne faut pas minimiser, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je veux qu'on soit réaliste. C'est une façon de permettre à la population de faire savoir son point de vue par rapport à des sujets donnés. Cette marche, par exemple, les organisateurs ont mis en avant la présence des forces extérieures et la vie chère. C'est des réalités qui sont indéniables. J'ai écouté sur une certaine chaîne, y compris le président de la République, qui minimisait cette marche-là pour parler de 500 participants. Ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Il faut qu'on se regarde en face quand on veut avoir des solutions pour des problèmes qui se posent. Et on n'a qu'à laisser des gens qui sont désignés pour faire ça, de dire ce qu'ils veulent. Mais quand c'est réel et que... Parce que c'est quoi? C'est vouloir bloquer une tendance vraiment parmi les citoyens de ce pays. Et ça peut aller à autre chose. OK, ce qu'ils revendiquent, on ne fait pas. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça change. Ça ne va pas changer parce que nous avons des arguments. Ça, c'est une défense. Mais de dire que de refuser de voir la réalité en face, je pense que ça ne doit pas être le comportement du gouvernement. Mais Mouna Diado, les arguments brandis comme motif pour organiser cette manifestation sont-ils fondés selon vous? Je ne pourrais pas dire que les arguments sont fondés ou pas fondés, mais maintenant, l'un des arguments, quelques arguments, ils ont dit qu'ils sont contre la présence des forces françaises ici au Niger. Le coût de la vie coûte cher selon eux. Est-ce que ces ces raisons sont fondées? Ils ont parfaitement raison de dire qu'ils ne veulent pas la présence des forces Barkhane sur le territoire nigérien. Parce que puisque moi je me dis que depuis combien d'années que ces forces-là existent avec nous et qu'on n'arrive pas à mettre fin à cette insécurité, donc ils ont vraiment des arguments solides. Tu as dit que c'est ses partenaires. Mais il y a plusieurs façons de faire le partenariat. Il y a plusieurs façons. Un partenaire, quand il vient, c'est pour aider ton pays à sortir de cette insécurité. C'était comme ça. Mais est-ce que le partenariat qu'ils ont scellé avec la France a permis de faire stopper l'insécurité au Sahel? Non. Mais aujourd'hui, ils parlent également de la vie chère. Mais de vous à nous, qui ne vit pas la vie chère ici? Tu vis la vie chère, je vis la vie chère. Peut-être qu'il ne la vit pas. Certainement. Parce qu'aujourd'hui... Vous n'avez pas la parole. Allez-y, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondé. C'est ça même qui est fondé. Parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, avec ton pouvoir d'achat, avec ce que tu gagnes, même si tu gagnes des centaines de mille, est-ce que ça va te permettre de vivre une vie décente avec cette situation de cherté où tous les jours, les prix ne font qu'augmenter? Je me rappelle très bien, avec l'augmentation du prix du litre du gasoil à la pompe, le gouvernement avait signé un protocole d'accord avec certains commerçants, avec les patronats, les syndicalistes. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé quelque chose dans le vécu des Nigériens. Donc, il faut un bon citoyen,
accompagner la marche de ces acteurs de la société civile, en tout cas de donc selon vous, les arguments sont fondés? Les arguments sont fondés. Je suis totalement d'accord avec les deux arguments qui sont en train de brandir, que le M62 a brandi, en tout cas au niveau donc, de cette manifestation. Je suis totalement d'accord. Et maintenant peut-être, ce qu'il faut également saluer, c'est que les organisateurs ont pris des dispositions pour que la marche ne soit pas une marche où ça sera accompagné de casse. Parce que de l'autre côté, s'il y avait eu un faux pas de la part donc de ces organisateurs, je suis sûr que le gouvernement ou les autres, la municipalité, allaient sortir au grand jour pour dire voilà pourquoi nous avons dit tout le temps, nous avons pris les précautions pour interdire la marche. Mais rien n'a été fait. Et donc, moi, je leur tire chapeau. Et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens pour que la Voix des Sans-Voix, parce qu'ils représentent la Voix des Sans-Voix. Mais la Voix des Sans-Voix, c'est une organisation de la société civile ici. C'est une organisation de la société civile, mais moi, quand je parle de la Voix des Sans-Voix, je fais aussi allusion à ceux, oui, c'est une expression, à ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui sortir au grand jour pour dénoncer certaines choses. Donc, moi, je les qualifie dans cette fourchette. Donc, laissez également entendre le cri de cœur de ces populations à travers ces organisations de la société civile. C'est très important. Celui qui se trouve à Gingimi vit la même cherté que celui qui se trouve aujourd'hui à Niamey. Donc, pareillement, la même chose. Mais ce que je voudrais, il ne faut pas que ça soit uniquement à Niamey qu'on constate le mouvement, les marches et tout. Cette fois-ci, il faut que dans les 8 régions du pays, qu'on insiste pour que les populations sortent pour dire dans chaque région les préoccupations de ces populations-là. Parce qu'il y a des régions aujourd'hui où c'est l'insécurité d'abord qui est brandie, c'est l'insécurité d'abord avant la cherté de la vie. Parce que quand tu n'as pas la sécurité, tu ne peux pas aujourd'hui espérer, penser même à vivre ou bien à avoir cette cherté de la vie. Il faut sécuriser la population. Donc, que chacun, en tout cas, que ces régions, que les acteurs de la société civile essaient de faire d'autres sorties, en tout cas dans ces régions, et que chaque région, dans le contexte actuel de ce que la région est en train de vivre, puisse en tout cas s'exprimer. C'est ça. Abba Kadiarimi, vous avez quelque chose à ajouter? Par rapport à la cherté de la vie, sauf si la personne n'achète pas, sauf si la personne est prise en charge par l'État. Sinon, c'est simple, les biens de première nécessité. Aujourd'hui, le sucre, n'est-ce pas, coûte pratiquement 2 fois ce qu'il coûtait il y a 1 an. C'est simple. Le kilo de sucre, c'est à plus de 1000 francs actuellement. L'huile, n'est-ce pas, qui était à 600, 700 francs l'année dernière à pareil moment, et à 1500 aujourd'hui. C'est 1600, c'est aussi simple que ça. Le lait, aujourd'hui, je crois que nombreux sont les pères de famille qui ne sont plus à mesure de ravitailler leur famille parce que le lait qui coûtait à 1300 francs coûte aujourd'hui à 2500 francs, 2250, 2500, c'est devenu un luxe. Le même lait que je connais quand on était en première, deuxième année, dans les années 90, le lait Lada qui venait de l'Algérie et qui était à 250 francs. Aujourd'hui, il est à 2500. S'il vous plaît, 9 fois plus cher. 9 fois plus cher. Et donc, voilà, et la tasse de 1000 qui fait 9. Sincèrement, est-ce que c'est supportable pour un fonctionnaire nigérien? Curieusement, à Abakariarimi, même les produits qui sont produits localement coûtent cher sur le marché. Même les œufs. Aujourd'hui, un œuf, c'est passé de 100 francs à 125 francs. C'est resté comme ça. Je sais que les producteurs de lait, Lada, machin, pas Lada, Niger-lait, machin, ils ont fait un effort parce qu'ils sont un moment allés à 125, mais sont revenus aujourd'hui à 100 francs. Mais la qualité et la quantité... Je crois que ça a changé. On nous joue, y compris, je crois, les vendeurs de pain aussi, je crois qu'ils jouent sur le poids, que la population n'est pas en mesure de... on ne va pas peser le pain qu'on achète, mais sinon, je crois que c'est la compensation qu'ils disent là, en réalité, c'est fait à ce niveau. J'ai vu les dispositions qui sont
en train d'être prises pour le gaz, n'est-ce pas? J'espère que l'État parviendra à faire respecter aux vendeurs du quartier le prix qu'ils envisagent. J'ai vu la note qui est sortie hier ou avant-hier. Est-ce que ça sera respecté? Ça fait combien d'années ils sont derrière Voilà, ça? donc c'est vraiment... Oui, Abachari Arimi, jusqu'où ira le mouvement M62 qui projette d'organiser d'autres manifestations sur toute l'étendue du territoire national? En fait, le problème il pose des problèmes souvent réels. La question de la vie chère, je crois que suffit pour mobiliser toute la population parce que le commun du Nigérien vit cette cherté de la vie-là dans sa chair. N'est-ce pas? Qu'est-ce que son État va lui faire? Est-ce que les produits de première nécessité, le riz, le mil, les céréales, sera subventionné? Est-ce que... Voilà le problème qui se pose, c'est concret. Et vraiment, j'espère que le pouvoir, l'État va pouvoir proposer en face quelque chose de concret. Sinon, moi, je ne vois pas qu'est-ce qui peut empêcher à la population de suivre le M62. Mme Diado, rapidement, depuis sa création, le 3 août, le mouvement s'est engagé à lutter contre la vie chère, notamment contre l'augmentation du prix du gasoil à la pompe, vous l'avez rappelé tout de suite, mais aussi contre la présence de la force Barkhane au Niger. Quelles sont véritablement, est-ce que ce sont les réelles attentes des populations nigériennes? Je me dis que ce n'est pas seulement les réelles attentes du peuple nigérien. Les attentes sont énormes, hein. Mais c'est que tout simplement, dans l'énormicité de ces attentes-là, ils ont préféré, parce que c'est le contexte aussi qui l'exige. Nous sommes, s'ils demandent le départ de la force Barkhane, c'est parce que nous sommes dans le contexte sécuritaire. Donc il faut bien qu'on parle de ça. Si on parle de la cherté, c'est parce que tout simplement nous vivons la cherté au quotidien, cherté de la vie au quotidien. Donc je me dis, il y a le gasoil, je me rappelle, il y a des acteurs qui avaient déjà interpellé, qui faisaient déjà des sorties médiatiques pour attirer l'attention de la population par rapport à cette augmentation du litre du gasoil à la pompe. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a pas changé quelque chose. Mais ce qu'on espère, c'est qu'avec ces reconductions de marche pacifique, peut-être ça amènera l'État à fléchir. Ça amènera à d'autres Nigériens, d'autres citoyens, de comprendre que la lutte que le M62 est en train de faire, le M62 ne fait pas la lutte pour lui-même. Le M62 fait la lutte pour la population. Donc, parce qu'il y a parmi cette population des catégories de personnes qui refusent de sortir, qui refusent aujourd'hui de s'exprimer, alors qu'ils sont en train de vivre cette situation. Donc, mieux vaut venir à découvert s'exprimer que de rester chez soi et demain raconter des histoires. Parce que moi, je dis, quand tu n'es pas sur le terrain, il faut éviter de dire que la marche n'a pas drainé plein de personnes ou bien la masse n'a pas été atteinte. Ouverture mardi de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Cette session sera principalement consacrée à l'examen et au vote du projet de la loi des finances se rapportant à l'exercice budgétaire de l'année 2023. Abachari Arimi, l'examen et le vote de la loi des finances sont des prérogatives importantes des parlementaires. C'est donc l'occasion de les exercer dans toute leur plénitude, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Quelle est l'importance du budget pour un pays? Le budget, c'est dis-moi ce que tu as mis, ce que tu as écrit dans ton budget. Je te dirai quelles sont tes ambitions par rapport aux différents secteurs, notamment les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage. C'est extrêmement important parce que... mais ces secteurs dont vous venez là de citer, est-ce que d'habitude ces secteurs-là sont véritablement pris en compte dans l'élaboration des budgets ici au Niger? Non, parce que le Niger ne parvient pas. D'abord, l'engagement de l'État sur l'éducation, c'est 22%. L'année passée, on était autour de 16-17%, si je ne m'abuse.
Et aussi, ça, ce n'est que le budget. La mise en œuvre, c'est certainement autre chose. Parce qu'il y a le budget et il y a la gouvernance. Est-ce que sur 262 milliards votés pour l'éducation, combien ont été réellement injectés, mais combien sont allés surtout à chaque élève, à chaque citoyen? C'est en cela qu'on peut se rendre compte s'il y a une évolution, si vraiment il y a un changement qui est envisagé. Quand on prend l'agriculture, les États ont pris l'engagement, les États africains ont pris l'engagement d'être à 10%. Ce n'est généralement jamais le cas. Cette année, j'ai vu que le budget connaît une légère hausse, n'est-ce pas? Comme chaque année. Comme chaque année, mais quand on tient compte de l'inflation, n'est-ce pas? Est-ce que c'est beaucoup? Surtout que le budget de l'année passée aussi est remis à l'Assemblée pour une révision de loi. Et le budget connaît une augmentation d'à peu près 215 milliards. Donc c'est compliqué en fait en ce qui concerne vraiment nos réalités. La santé, n'en parlons pas. La santé, c'est des secteurs qui doivent vraiment connaître une certaine évolution. Oui, mais on doit tendre vraiment vers les engagements. Comment faire pour amener les députés, parce que c'est eux qui votent les lois, à consacrer plus de moyens à ces secteurs-là dont vous venez de faire cas? Mais réellement, en fait, les députés sont des représentants des partis politiques, n'est-ce pas? Le peuple alors? Ils sont les députés du peuple, mais ils répondent plus aux exigences vraiment, des partis aux politiques, mots d'ordre de leur parti politique. Et leur parti politique, on connaît qu'on a une large coalition qui est au pouvoir et qui peut faire passer ce qu'il veut. Malheureusement, c'est ce qui va être. Mais le plus important, est-ce qu'il y aura des débats vraiment que nous pourrons suivre en direct sur la radio de l'Assemblée ou vraiment au niveau de l'hémicycle si on se rend? C'est cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se font en sourdine au niveau des commissions, notamment la commission des finances. Et donc c'est un peu compliqué. Et malheureusement, ça vide ce qui est recherché par la Constitution, à travers la Constitution, le débat qui sera fait. Et normalement, il doit y avoir des changements significatifs, n'est-ce pas, selon ce que les députés pensent, mais je crois que ça ne sera pas encore une fois le cas cette fois. Memouna Diado, quelles sont les véritables attentes des Nigériens au sujet de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale? Mais c'est le budget. L'attente des Nigériens, c'est vraiment le budget. Tout le monde veut savoir, peut-être que dans ce budget, est-ce que les priorités sont prises en compte? Est-ce que les priorités pour qui? Pour le peuple, pour le gouvernement? Mais pour le peuple. Parce que quand je dis les priorités, ça veut dire qu'il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses. Il y a l'accès à l'eau potable. Est-ce que pour les Nigériens, est-ce que tous ces facteurs-là seront pris en compte au niveau donc, de ce budget? Donc, nous attendons de voir qu'est-ce qui a été affecté à l'éducation, combien de pourcents a été affecté au niveau de la santé, puisque c'est ça aussi, et le secteur sécuritaire aussi. Donc, c'est vraiment les attentes des populations. Ousmane Sidikou, s'agissant de la défense et de la sécurité nationale dont Memouna venait juste de faire cas, l'Assemblée nationale et tous les députés restent convaincus qu'aucun sacrifice financier ne sera de trop pour continuer à soutenir leur efficacité, déclara le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Que pensez-vous à ces propos? Moi, je pense honnêtement parlant, comme il est de notoriété publique à chaque session budgétaire, grandes sont les attentes que les populations nourrissent. Mais à l'épreuve des faits, la montagne n'a cessé d'accoucher d'une souris. Pour preuve, ayez souvenance, ils sont combien paix à leurs âmes, nos FDS qui ont rendu l'âme quant à la défense, à la préservation de l'intégrité du territoire des personnes et de leurs biens, du seul fait que des individus ont pensé qu'il va falloir s'engraisser au détriment de ces vaillants
de ces 20 forces de défense en leur donnant les moyens adéquats pour faire face à les terroristes. Pourtant, ils circulent librement. C'est vous dire que tout ce qu'ils auront à dire, tout ce qu'ils auront à promettre, c'est la matérialisation et le suivi qui reste un véritable problème. Parce que, Arimi l'a dit, au regard de la configuration, il vous suffit d'en prendre un en aparté, de vous dire concrètement ce qu'il en est, sa compréhension, sa lecture de cette session. Mais je vous assure, il va taper ça à côté. Il va dire que nous avons eu, on leur a demandé de voter, ils ont voté. Et chaque fois, malheureusement, ça va passer comme lettre à la porte, sans pour autant que les vraies préoccupations, les vues préoccupations des populations soient prises en compte. Aujourd'hui, les secteurs sociaux de base, voilà le nombre de milliards qu'ils disent avoir injecté, mais à l'épreuve des faits, en constatant de visu, est-ce que ce qui a été prévu a été injecté dans ce secteur? Lesquels secteurs? Malheureusement, chez nous, tous les secteurs sont au vif, tous les secteurs sont prioritaires. Indépendamment de ça, l'allocation budgétaire à ces différents secteurs vraiment laisse à désirer et est loin de répondre aux attentes. L'une des missions des parlementaires, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que l'Assemblée n'a pas failli à ce niveau au regard de ce que vous venez là de raconter? Elle a failli justement parce qu'aujourd'hui, c'est un vote mécanique. Pratiquement toutes les lois, tout ce qui est soumis à l'appréciation de ces élus du peuple-là passe comme lettre à la poste. Aujourd'hui, le temps, il est loin derrière nous où on va assister vraiment à des véritables échanges quand vous captez la voix de l'hémicycle ou quand vous vous rendez de vous-même, c'est-à-dire de vous sentir qu'effectivement, il y a eu des échanges, c'est-à-dire pas partisan, pas politique, vraiment, c'est l'intérêt, le seul intérêt qui vaille, c'est celui du peuple, ceux pour lesquels ils siègent là-bas à l'Assemblée. Mais malheureusement, ils répondent, Arimi l'a dit, ils répondent beaucoup plus aux injections de leur formation politique que véritablement aux aspirations profondes et légitimes des populations, du peuple pour lesquels ils sont en train de siéger là-bas. Merci Ousmane Sidoukou. Abakari Arimi, rapidement, chaque année, on constate que l'association alternative Espace Citoyen organise des sessions budgétaires citoyennes. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, le vote de la loi de finances passait pratiquement inaperçu. Aujourd'hui, les citoyens nigériens, je ne dis pas que c'est l'œuvre de l'alternative seule, non, je n'ai pas cette prétention, mais vraiment, ce travail fait par les organisations de la société civile, aujourd'hui, les gens s'intéressent au budget et savent déjà à quoi s'attendre pour chaque année. C'est extrêmement important et c'est un travail qui doit se poursuivre. Les citoyens doivent s'intéresser davantage et Alternative va cette année encore organiser sa session budgétaire citoyenne parce que ça nous permet d'analyser, de voir qu'est-ce qui est réellement prévu. La hausse de 200 et quelques milliards qu'il y a eu, est-ce que c'est les proportions vraiment allouées aux secteurs sociaux de base ont changé? Est-ce que le budget de l'éducation va passer peut-être à 20%? Est-ce que le budget de l'agriculture va changer? L'eau potable qui est carrément négligée, l'eau, l'hygiène et l'assainissement tournent autour de 7% seulement du budget. Et l'essentiel est vraiment dans le centre urbain, notamment à Niamey. Donc il y a plein de choses à voir. C'est important, on saura à quelle sauce on sera mangé. Merci beaucoup Abakari Arimi. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative et Ousmane Sidoukou, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Seini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.